participative adoptée en 2017 par la municipalité. Le budget participatif autorise les habitants à s'emparer du budget d'investissement de la ville pour porter des projets à l'appui d'une enveloppe de 50 000 euros. Les 3 projets désignés par les cours dimanche doivent être mis en œuvre dans le début de l'année. À la Frette-sur-Seine, 3 nouvelles caméras de vidéosurveillance vont être installées dans le quartier de la gare d'ici à septembre, ce qui réjouit les riverains et passants qui s'inquiètent de l'augmentation des délits dans le quartier, notamment de nombreux cambriolages. À la Frette, le nombre de caméras va passer de 2 à 5, soit le maximum que peut financer la communauté d'agglomération Val-Parisis pour une commune de 5 000 habitants. Le coût estimé pour une caméra varie entre 10 et 30 000 euros entre son achat et son installation. Au total, ce sont 400 caméras de vidéosurveillance qui seront installées sur l'ensemble des 15 communes du Val-Parisis. À Persan, une résidence vidée de ses habitants est désormais victime de pillage. Elle avait été évacuée en octobre après l'incendie du parking souterrain et est depuis frappée d'un arrêté de péril imminent. Et dans la nuit de samedi à dimanche, des passants ont alerté les gendarmes après avoir repéré des personnes quittant la résidence avec des téléviseurs sous le bras. 2 personnes ont été interpellées et jugées mardi soir au tribunal correctionnel. Aujourd'hui, les résidents n'ont toujours pas pu regagner leur appartement. Les travaux d'étayage mécanique du sous-sol se sont révélés non conformes. De nouveaux travaux viennent de commencer et devraient durer plusieurs mois. Le plan mercredi débute aujourd'hui à Cergy. Ce plan permet un accueil éducatif et de loisirs de haut vol pour les enfants le mercredi. Il est proposé depuis la rentrée par le ministère de l'Éducation auprès des communes qui le souhaitent. Dans les accueils de loisirs de Cergy, des animateurs associatifs et intervenants spécialisés de la ville interviendront chaque semaine auprès des enfants pour leur proposer des activités ludiques complémentaires à l'apprentissage scolaire et ce chaque mercredi matin pendant 45 à 90 minutes. Les centres de loisirs proposent 3 parcours étalés sur 6 à 8 semaines. Cergy rejoint Taverny dans la liste des communes valdoisiennes ayant mis en place ce plan mercredi. 12 autres villes du département ont déposé un dossier, notamment Saint-Gratien, Argenteuil ou encore Saint-Ouen-l'Aumône. Et enfin, des élèves du lycée professionnel Auguste Escoffier à Éragny, plongés en immersion dans le combat des enfants disparus d'Argentine. 3 classes de l'établissement sont concernées. Se sont proposés ce mardi une plongée auditive dans le texte et l'histoire du livre Lettres à une disparue de Véronique Massenet. Dans cette fiction, le combat de l'Ozine revient sur le combat des mères de la place de Mai à Buenos Aires. Ces femmes argentines dont les enfants ont disparu, assassinés ou enlevés par la dictature militaire dans les années 70 à 80. Une étape d'un projet pédagogique au long cours débuté en décembre et intitulé Les disparus d'Argentine, la résistance des femmes. Dans les jours qui viennent, ce sera aux lycéens de Montsou, mais également aux élèves du collège de Parma et de Gérard Philippe à Cergy de la Vivre. Merci beaucoup Alexis Duvauchel. Nous vous retrouverons à 12h15. C'était l'actualité proche de chez vous. Merci d'avoir suivi la matinale. Rendez-vous demain matin, comme tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, entre 7h et 9h. Rubrique bon plan, cadeau, invité. Et Florence arrive dans un instant pour le bar de l'économie. Très bonne journée en ce mercredi 9 janvier 2019 sur la radio du bien-être. Là, je vous laisse toute seule. J'envoie l'indicatif. Merci, Christophe. Après, je remettrai le même. C'est dur. Ouais. C'est difficile, il fait des trucs durs. C'est un peu dur. Je suis un salopard. Bah oui. Oh, c'est filmé en plus. Faites attention à ce que vous dites. Oui. Vous avez vu le coup des maillots là? Quand? Quel jour? Pour la course là, vous m'avez dit. Ah oui. Bon allez, on y va. On y va parce qu'il nous a mis 1 minute en retard. C'est important, 1 minute pour nous. Bah oui, parce que le mercredi, on a une chronique à 10h. On est minuté le mercredi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour 90 minutes d'économie avec Philippe à la technique. Vers 9h30 ce matin, Olivier Carré nous parlera de la génération X et Y dans sa chronique RH. Et puis vers 10h, Pascal Boniface reçoit Jean-Pierre Cabestan, directeur chercheur au CNRS, à propos de son livre Demain, la Chine, démocratie ou dictature, point d'interrogation. Mais avant cela, nous allons évoquer la situation économique de l'Allemagne et ses conséquences sur la France, bien sûr. Et puis, nous parlerons d'une certaine façon de vivre sa retraite, celle notamment en résidence de service. Et pour débattre de ces 2 sujets, j'accueille tout de suite Véronique Riche-Flores. Bonjour. Bonjour. Vous dirigez la société Riche-Flores Research qui élabore des diagnostics, des analyses et des prévisions économiques et financières au niveau international. Vous faites des recherches sur les développements de l'économie mondiale à court, moyen et long terme. Ensemble, on parlera donc de la situation économique en Allemagne car vous avez peur d'une récession pour l'Allemagne. Vous nous expliquerez pourquoi et puis des conséquences éventuellement pour nous, notamment pour tous ceux qui investissent ou qui travaillent avec l'Allemagne. À vos côtés, Lionel de Vasselot, bonjour.
Bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint du groupe Résidence Service Villa Médicis, une entreprise familiale engagée depuis plus de 25 ans dans ce domaine, qui ouvre sa 10e résidence à Strasbourg ce mois-ci, et puis après celle de Saint-Laurent-du-Var fin 2018. Donc ça, c'est pour la région de Nice. En région parisienne, vous êtes installé à Puteaux. Donc ensemble, on parlera bien sûr de votre groupe, mais surtout, on se posera la question à savoir si les Français veulent encore aller dans ce qu'on appelle des maisons de retraite, comme on dit. À quel âge vient-on en résidence de service ou en maison de retraite? Combien ça coûte, bien sûr? Quel type de contrat peut-on mettre en place? Pouvez-vous mettre en place? Et puis l'impact peut-être fiscal, ça aussi, ça intéresse nos auditeurs. Et encore, est-ce qu'il y a de la demande finalement pour ce type de résidence, ou bien est-ce que les gens préfèrent rester chez eux? Et puis pour quel type de résidence et quel type de vivre ensemble? Voilà pour les questions qu'on va vous poser aujourd'hui. Mais tout d'abord, ce sont comme d'habitude les infos du jour. Et la première info que j'ai choisie, eh bien oui, le préfet du Val d'Oise lance son compte Instagram. Mais oui, Jean-Yves Latournerie, qui l'eût cru, ouvre le compte Instagram officiel de la préfecture, préfet du Val d'Oise. Ça sera @préfet, sans accent bien sûr, 95. Au fil des années, et notamment après son rachat par Facebook en 2012, le réseau social s'est imposé comme une plateforme incontournable, aussi bien pour les entreprises que les collectivités territoriales, ou même les administrations publiques souhaitant développer leur communication par l'image. Cette page sera dédiée donc à la mise en valeur du territoire et de ses habitants, grâce à une dimension participative, ainsi qu'à la promotion des campagnes préventives et des dispositions mises en place par les services de l'État. La préfecture proposera une expérience immersive dans l'administration pour pouvoir s'adresser à un très jeune public. Donc on attend un petit peu toutes ces expériences. Et il commence par faire un appel à un concours photo. Donc hashtag Val d'Oise en images, ça s'appelle. Ce sera du 8 au 20 janvier. Donc ça a commencé dès hier, dès l'ouverture de ce compte Instagram. Donc si vous êtes valdoisien ou même de l'Île-de-France, eh bien soumettez vos plus belles photos du Val d'Oise. Une sélection des meilleurs clichés sera retenue et fera l'objet des 3 premières publications du compte @préfet95, en plus des cadeaux prévus. Suivez donc le compte Instagram et postez vos photos. Vous avez le choix sur Facebook, sur Instagram ou même sur Twitter avec le hashtag Val d'Oise en images, en mentionnant bien le compte @préfet dès aujourd'hui et jusqu'au dimanche 20 janvier à minuit. Alors, les services de l'État, eh bien, sur Internet, vous pouvez les trouver aussi sur www.val-doise.gouv.fr, mais aussi sur le compte Twitter, @préfet sans accent 95, sur le compte Facebook Préfet du Val d'Oise, sur l'application aussi mobile Ma Préfecture, et puis maintenant, donc, comme je le disais, sur le compte Instagram. Le deuxième info du jour, c'est le Secours populaire qui a besoin d'argent et pour cela, il lance le don d'action ce samedi 12 janvier, annonce Julien Lauprette, le président donc, du Secours populaire. Dans plusieurs villes de France, Agen, Cahors, Le Havre, Nîmes, Nice, Paris bien sûr, Périgueux, Rouen, Tarbes, bref, des milliers de bénévoles du Secours populaire se réunissent pour collecter dans les rues et marquer le lancement de la campagne. Donc je rappelle que c'est don action. À Paris, rendez-vous à 10h donc ce week-end, place de l'Hôtel de Ville, en présence de centaines de bénévoles et du président du Secours populaire et puis bien sûr de plusieurs personnalités. Ils sont soutenus par 200 personnalités venant de la chanson, du cinéma, du théâtre, des sports, des médias, qui se mobilisent pour la solidarité. Cette campagne s'appuie sur différentes façons de collecter. Un grand jeu solidaire avec des tickets dons d'une valeur unitaire de 2 €, un déploiement digital pour jouer en ligne, la collecte directe, celle par exemple de samedi, un mailing, des dons par SMS, bref, vous avez différents moyens de donner. En tout cas, il y aura un gagnant pour le don Action 2019 qui aura la chance de recevoir une voiture ou même des voyages. Donc il y aura plusieurs gagnants et des centaines de lots offerts par les entreprises partenaires. Le tirage national aura lieu le 15 mars. Je rappelle que le Secours populaire, c'est 80 000 bénévoles pour... en France, il y a plus de 3 millions de personnes en difficulté. Dernière info du jour, c'est peut-être la lettre que vous avez reçue par mail, envoyée par le ministère des Finances publiques. C'est donc désormais, vous le savez bien, je ne vais pas le répéter, depuis le 1er janvier, le prélèvement à la source sera appliqué donc ce mois-ci. En principe, vous auriez dû recevoir ce courrier soit dimanche, soit lundi. Il est signé par Gérald Darmanin, le ministre de l'Action des comptes publics et de l'avance sur les réductions et les crédits d'impôt.
Ce courrier vous informe que vous bénéficierez du versement le 15 janvier d'une avance sur les réductions et crédits d'impôt auxquels vous avez droit. Et puis, si vous avez un changement ou s'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre prélèvement à la source, vous avez possibilité dans impôt.gouv, vous avez possibilité d'aller sur gérer mon prélèvement à la source. Pensez aussi à rectifier votre situation, par exemple s'il y a des naissances dans votre famille, et puis vous l'indiquez sur cet espace, et puis aussi tout ça pour que votre nouveau taux soit pris en compte, enfin en tout cas pour modifier votre taux de prélèvement. Voilà, cette avance donc, dont vous allez bénéficier le 15 janvier 2019 est calculée sur la base de votre déclaration de revenus 2017 et elle est égale à 60% des réductions et des crédits d'impôt qui peuvent être sur les dons, les services à la personne, les frais de garde d'enfants, les dépenses d'accueil en établissement pour personnes dépendantes, les cotisations syndicales, bref, tout ce qui donne des crédits d'impôt. Voilà, tout le reste sera versé à l'été 2019. En revanche, si vous avez bénéficié le 15 janvier d'un versement anticipé trop important au regard de votre situation 2018, vous devrez le rembourser en septembre 2019. Donc faites bien attention. Si vous avez quelques questions, vous avez le site prélèvement sans accent à la source toutattaché.gouv.fr. Il y a une messagerie sécurisée qui vous permet de pouvoir poster vos questions ou même vous pouvez aller prendre rendez-vous à votre service des impôts. Voilà, bien sûr, la déclaration annuelle des revenus est maintenue. C'est tout pour les infos d'aujourd'hui. On va faire, comme d'habitude, une jolie pause musicale. Je propose de démarrer avec Joss Groban, You Raise Me Up. Vous savez que, comme je vous l'ai annoncé lundi, on reste un petit peu dans les fêtes de Noël et on a choisi de belles chansons qu'on aurait pu passer pendant ces fêtes. Quel débit! Je suis obligée pour aller vite, sinon je ne donne pas la parole. Ah bah oui, il faut être tonique. Hein. Voilà, ça c'est fait. Je vous demanderai juste de vous approcher du micro. Voilà, c'est-à-dire de parler bien près, parce que la pointe du micro est bien là. Oui, comme vous voulez, hein, c'est flexible. Bon, ça sera pour demain. La chronique RH, là, elle est très faible. Hein, ah au niveau, ouais. Bah tant pis. C'est lointain et faible. Ah bah je lui dirai. Je suis en train de penser la partie fiscale des résidences de nos concurrents. Je préfère pas trop aborder. Non, bah ça c'est sûr, c'est la vôtre. Voilà. Vous abordez nous, voilà. Moi je vous demande pas de parler de vos concurrents. Est-ce que je maîtrise suffisamment le thème? C'est surtout ça. Je sais pas, réfléchissez. Bah sinon, vous, au lieu de parler de quand on va aborder l'aspect prix, c'est l'aspect fiscal, contrat, c'est tout ça qu'il faut voir d'un groupe. Bon. Enfin, c'est tout ça qu'il faut voir dans sa globalité, je veux dire. C'est pas forcément. Est-ce que vous savez si on peut faire des réductions on a des réductions sur ces impôts? En fait, les résidences services proposant des services, oui, il y a des déductions fiscales. En fait, il y a les services à la personne, il y a les médaillons de sécurité, etc. Tout ça, ce sont des. Ah, ça rentre dans les crédits d'impôt, mais c'est plafonné de toute manière. C'est plafonné. Oui, bien sûr, dans la loi classique. Non, mais ça, je ne vais pas vous demander le détail. Vous connaissez, vous? Non, je suppose que non. De toute façon, on va commencer par l'Allemagne. Enfin, sauf si vous voulez commencer par les résidences, moi ça m'est égal. Qu'est-ce que vous préférez? Les femmes d'abord. Les femmes d'abord, allez. Je mets pas très fort la musique à cause de Facebook parce que ce n'est pas les mêmes droits d'auteur. D'accord. Donc c'est pour ça que on baisse maintenant le son. Parce qu'avant je les mettais fortes et puis j'ai reçu après quand je rentre à mon bureau, je reçois des mails de Facebook en me disant est-ce que vous payez les droits? Enfin c'est pas dit comme ça, c'est Sony Music ou Warner Music réclame que. Ah oui. Bah oui. Alors, du coup maintenant. Comme on est une radio associative, on a des coûts très réduits. Donc on paye déjà beaucoup d'argent en droits d'auteur. Est-ce qu'on y va là peut-être? Ça fait au moins 2 minutes là. D'accord.
Je suis désolée de devoir interrompre la voix de Jos Groban, mais c'est comme ça, au bar de l'économie. Nous ne passons que des extraits musicaux, parce qu'il faut laisser la parole aux spécialistes qui viennent en studio avec nous. D'ailleurs, on les remercie. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Véronique Riche-Flores, dirigeante de la société Riche-Flores Research, et puis de Lionel de Vasselot, directeur général adjoint du groupe Résidence Service Villa Médicis. Alors, on va commencer avec vous, Véronique Riche-Flores, sur votre diagnostic sur la situation économique de l'Allemagne, car vous avez peur d'une récession. Et bien donc, expliquez-nous pourquoi, à votre avis, on est en récession en Allemagne. Alors, je n'affirmerai pas que nous sommes d'ores et déjà en récession, mais effectivement, je souligne l'extrême détérioration de ce qu'on appelle en économie des indicateurs avancés, c'est-à-dire tous ces indicateurs économiques qui nous renseignent sur les tendances à venir de la croissance. Et ces indicateurs ont été très mauvais en Allemagne. La situation n'est pas récente, ils ont commencé à se détériorer dans le courant de l'été. L'accélération de la détérioration pose question, effectivement, sachant que l'Allemagne a déjà subi une contraction de son produit intérieur brut au troisième trimestre et donc de sa croissance, et qu'elle risque effectivement de subir une nouvelle contraction. Alors, d'où vient cette détérioration ? Donc, si on a 2 trimestres consécutifs de contraction du produit intérieur brut, pour les économistes, ça se qualifie de récession. Oui, d'ailleurs, vous dites que les partenaires, enfin, en tout cas de la zone euro, ont baissé de 11% leurs commandes finalement en Allemagne. Voilà. Donc, qui sont maintenant donc les premiers partenaires de l'Allemagne, si ça n'est plus l'Europe ? Il faut garder en tête que l'Allemagne est un pays exportateur par nature. Qu'énormément de sa croissance et toute la dynamique d'ailleurs économique de l'Allemagne est liée essentiellement à ce qu'elle peut faire à l'exportation. Or, à l'exportation, vous avez à peu près la moitié des ventes qui vont vers le reste de l'Union européenne, la France, l'Italie, l'Espagne. Et quand on a un ralentissement marqué de la demande de ces pays-là, on peut imaginer, on sait à peu près maintenant, on a les premières estimations, que le mouvement des Gilets jaunes a freiné l'activité en France, eh bien, ça se répercute assez rapidement sur les exportations allemandes à destination de la France, etc. L'autre grand marché à l'exportation pour l'Allemagne, c'est le marché du reste du monde, les États-Unis bien évidemment, mais surtout la Chine et les pays émergents. Et là, l'Allemagne y trouve notamment des débouchés en termes de biens d'équipement, secteur automobile, donc des secteurs lourds de l'activité allemande. Et aujourd'hui, finalement, quand on fait l'état des lieux, on voit que la Chine est dans une situation conjoncturelle extrêmement préoccupante, c'est-à-dire que la Chine peut se poser sur la face cachée de la Lune. Oui. Ça, ce sont des prouesses technologiques, d'innovation, etc. Et d'un pays qui... Pourtant, c'est un pays qui investit énormément. Qui investit énormément et qui a des objectifs stratégiques très clairs. La Chine a beaucoup plus de difficultés, néanmoins, à maintenir un rythme de croissance de son économie qui serait celui, correspondant aux prévisions, puisqu'on est régulièrement en deçà, et qui permettrait effectivement d'assurer des perspectives à moyen terme raisonnables. Ça veut dire que, du coup, la Chine importe beaucoup moins. Et si la Chine importe beaucoup moins, elle va importer beaucoup moins d'Allemagne. Elle va importer également beaucoup moins des autres pays émergents. C'est aussi pour ça que la situation du monde émergent est très fragile en ce moment. Et tout ceci se retrouve chez les performances des gros exportateurs. Le Japon, l'Allemagne, qui restent des grands pays exportateurs, qui ont été le modèle pour la France et pour d'autres pays. On n'est pas arrivé à cette performance. Donc, vous voyez que effectivement, c'est l'Allemagne qui tirait l'Europe jusqu'à présème. Alors, quand l'Allemagne exporte, effectivement, grâce à la dynamique du reste du monde, eh bien finalement, elle tire la moyenne de la zone euro. Il y a beaucoup d'entreprises françaises ou italiennes qui sont des sous-traitantes des entreprises allemandes. Quand les entreprises allemandes tournent au ralenti, eh bien les autres tournent également au ralenti. Donc tout ça pour bien mettre en lumière effectivement les enchaînements et l'extrême imbrication internationale de l'économie allemande, mais également de nos économies par rapport au reste du monde et à l'Allemagne. Donc si l'Allemagne tombe en récession, très probablement
que le reste de la zone euro tombera en récession. Et nous avons d'ailleurs une multitude d'indicateurs récemment qui soulignent effectivement une détérioration extrême de la situation. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est en récession? Est-ce que c'est grave une récession? Est-ce que c'est pas grave? Tout dépend de la récession. On peut avoir une récession qu'on appelle technique, tout simplement parce que... Voilà, une petite phase... Il y a une petite phase d'ajustement, et puis on en sort très vite. On en sort très vite parce que la situation de fond est bonne, et parce qu'il y a éventuellement des réponses de politique économique qui permettent de remettre à flot la croissance. Ou alors, on peut avoir des récessions beaucoup plus durables, plus profondes, qui sont soit le résultat de crises financières. On voit bien que l'environnement financier international est à risque aujourd'hui et qu'il y a là un facteur effectivement qu'il faut prendre en considération, peut-être pas en Europe, mais de manière plus globale. Oui, on a vu la semaine dernière une chute en quelques jours de presque 10% des valeurs. Bon, ça a un petit peu remonté là en début de semaine. Ça va très vite. En donc ça va vite. Plutôt sur une perte de 20-25% sur l'ensemble des marchés mondiaux depuis le début du mois d'octobre. Donc c'est véritablement un ajustement. D'accord, donc 10% en quelques jours la semaine dernière, 25% vous dites de réduction des marchés financiers. 25% effectivement selon les en un trimestre en fait. En un trimestre. Donc c'est massif et ça peut avoir effectivement par ricochet des implications, des conséquences sur les décisions des entreprises en termes d'investissement, sur les effets, ces fameux effets richesse, parce que c'est pas le cas en France, c'est moins le cas en Europe qu'aux États-Unis par exemple, où les ménages détiennent beaucoup d'actions dans leur épargne et donc ça entraîne des conséquences en chaîne. Donc vous avez ce risque-là qui est à regarder de très près, mais peut-être un peu moins en Europe. Après, la vraie question, c'est est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on a les moyens de répondre à cet épisode récessif? Il n'y a pas de perspective de reprise des échanges mondiaux, donc il n'y a pas de phénomène extérieur qui semble nous dire ça ne durera qu'un tout petit temps et on repartira. Non, on est dans une situation où l'économie mondiale évolue très lentement et très difficilement. Donc il nous faudrait des ressorts. Banque centrale européenne, qu'est-ce qu'on peut faire? Les taux d'intérêt sont déjà négatifs. Les montants injectés dans l'économie, ces fameuses quantitative easing des dernières années, eh bien, ont été colossaux. Ils n'ont pas suffi à ranimer le crédit. Et du côté budgétaire, on est sous la coupe d'un environnement européen qui ne laisse que très peu de place. Qui est très contraignant même, on peut dire. Très contraignant et qui finit par être très nocif à la situation économique, à la stabilité sociale et politique, et qui va complètement à contre-courant, en tout cas qui aujourd'hui nous dit eh bien, on ne peut rien escompter sur le plan budgétaire, sauf en période de crise extrême, donc c'est les Gilets jaunes et la réponse d'Emmanuel Macron qui a de fait mis de côté les limites européennes quant à l'évolution des déficits. Mais vous voyez qu'on est de fait dans un contexte qui est très préoccupant parce que fondamentalement, on a le sentiment que si on retombe en récession, il sera très difficile d'en ressortir. Alors, ça ne veut pas dire qu'on soit en récession permanente, mais de retrouver le chemin d'une croissance suffisante. Pourquoi? Pour créer de l'emploi, pour investir et pour, in fine, être en mesure de repayer nos dettes futures. Donc, vous voyez que tout est très, très imbriqué, d'où l'inquiétude, effectivement, développée dans le petit papier qui a valu votre réaction. Voilà, qui a valu le fait que je vous invite aujourd'hui au micro. Alors, conséquences, revenons sur les conséquences pour la France maintenant, et puis peut-être des perspectives. Comment on peut voir l'avenir en France si l'Allemagne ne va pas? Est-ce que l'Allemagne ne pêche pas non plus? Est-ce qu'il y a encore l'impact de la RDA qui joue encore, ou est-ce que c'est terminé ça? Non, enfin... Oui et non, structurellement. Est-ce qu'on paye encore la réunification de l'Allemagne? On voit bien que la RDA, l'ex-RDA, n'a jamais réussi à retrouver des niveaux de productivité, à se reniveler par rapport à l'Allemagne de l'Ouest, l'Est-Allemagne de l'Ouest. Je pense que la problématique est beaucoup plus, néanmoins, beaucoup plus complexe. L'économie allemande est une économie la population allemande est une population qui vieillit extrêmement vite, qui est beaucoup plus en avance dans le processus de vieillissement que la population française. Mais en quoi est-ce que ça joue? Voilà. Eh bien, expliquez-nous. Joue sur le comportement des agents, c'est-à-dire que quand vous êtes senior, quand vous vieillissez, vous consommez beaucoup moins de biens, vous consommez un peu plus de services et de toute façon, votre niveau de consommation baisse par rapport à celui de la moyenne des actifs. Oui, mais ce qui est logique, puisque déjà votre pouvoir d'achat, il a réduit, vous êtes en retraite. Exactement, vous perdez
augmenté entre 30 et 40% Voilà. à peu près. Donc on ne peut plus consommer de la même manière. La consommation se réduit, on n'a pas les mêmes besoins non plus, on a en général moins d'enfants à charge, etc. Donc le mode de consommation se modifie, ce qui veut dire quoi? Qu'il y a moins de demande. Donc s'il y a moins de demande, il y a moins de dynamique économique, de facto. Donc des pressions qui souvent se traduisent par une très faible inflation, donc peut-être un environnement économique plus exposé au risque de déflation, c'est-à-dire de baisse des prix, qui est éminemment négatif pour l'investissement et donc pour l'emploi. Et vous voyez que, in fine, cette thématique du vieillissement a des répercussions économiques conjoncturelles très palpables, très fortes, et que plus ça va, plus la population vieillit. L'Allemagne a eu cette politique d'ouverture en 2015 qui était quand même très considérable. On a eu une immigration de plus d'1,5 million de personnes. Donc ça a amélioré ou retardé le processus de vieillissement. Et malgré tout, 3 années après, on s'aperçoit que cette politique migratoire n'a pas suffi à donner un stimuli supplémentaire à la demande domestique, donc à la croissance endogène de l'économie allemande. Pourquoi? Mais essentiellement parce que l'Allemagne n'a pas fait ce qu'il fallait pour intégrer au niveau budgétaire, notamment pour donner l'impulsion et intégrer plus rapidement ces populations immigrées. L'Allemagne a conservé une politique globalement plutôt restrictive, elle a lâché un petit peu de l'Est pendant 6 trimestres parce qu'il y avait des besoins urgents, mais n'a pas fait ce qu'il fallait effectivement pour restimuler sa demande domestique. Donc on se retrouve avec une impulsion migratoire qui n'a que très peu d'effets en fait sur la économiques dynamique domestique. Ce qui veut dire que en réalité l'Allemagne est extraordinairement dépendante de ses exportations et en particulier d'exportations d'une industrie lourde, la métallurgie, l'automobile, des secteurs qui sont très demandeurs en main-d'œuvre que l'Allemagne va avoir et a déjà de plus en plus de mal à se procurer du fait du vieillissement. Donc vous voyez que ce grand modèle de l'économie allemande qu'on a voulu imposer au reste de l'Europe comme étant le plus performant parce que compétitif à l'exportation, etc., ça marche très bien tant que la croissance du commerce mondial est dynamique. À partir du moment où on commence notamment à avoir des tensions protectionnistes et des conflits internationaux, où la dynamique de la croissance ralentit, eh bien, vous avez une Allemagne qui est, on a envie de dire, le roi est nu. D'où l'inquiétude et de facto les inquiétudes par ricochet sur les conséquences sur les autres pays européens, parce qu'on est tous très très interdépendants en euro particulièrement, mais en Europe plus généralement. Les questions qu'on se pose à l'égard du Brexit, par exemple, qui n'était pas l'économie la plus intégrée, néanmoins, le Royaume-Uni. Et les questions qu'on se pose tous in fine sur la construction européenne et la possibilité de survie ou la question de la survie de cette Europe qui paraît complètement engoncée et incapable de prendre ses marques pour construire un avenir. Oui, ou des mesures plus concrètes et plus, comment dire, rapides pour évoluer. Il nous manque aujourd'hui une ambition politique pour l'Europe qui est flagrante. Résultat des courses, vous n'avez pas de politique de construction européenne. Vous avez aujourd'hui des politiques qui se referment les uns sur les autres, qui se font des croche-pieds dans tous les sens, au grand détriment de la construction européenne et de l'avenir européen. Résultat des courses, on a l'impression de regarder les trains passer entre la Chine d'un côté, qui est une puissance montante et qui a et qui rachète des pans entiers de certaines économies. On l'a vu au Portugal, on l'a vu en Italie. Les produits arrivent directement maintenant par la nouvelle route de la soie, qui constitue une menace grandissante pour l'emploi et le futur de l'indépendance européenne. Et puis de l'autre côté, les Américains qui voient la Chine monter en puissance et qui essayent de contrer cette voie par les mesures, effectivement, et le climat de guerre commerciale. Et puis de protectionnisme. Dans lequel on est depuis 2 ans maintenant. Donc voilà, un environnement problématique, inquiétant effectivement, du point de vue des perspectives économiques, où on aimerait bien que finalement ces élections européennes de mai arrivent à faire bouger les choses, même si le degré de confiance à l'égard des conséquences de ces élections est très faible, je dois le dire.
Alors, pour la France, quelles conséquences? Revenons un petit peu à la position française, parce que vous n'avez pas utilisé le mot tout à l'heure, déflation. Donc, peut-être que vous pourriez expliquer qu'est-ce qu'une déflation à nos auditeurs, parce que c'est quand même un phénomène complexe. Et puis, mais c'était quand même un avantage, je repense, parce que vous avez aussi parlé des Gilets jaunes. Et il y a encore quelques années, quand on avait quand on était propriétaire de notre propre monnaie, on utilisait justement, pour redonner du pouvoir d'achat aux Français, on utilisait le système de la déflation. Alors expliquez un petit peu ce que c'est à nos auditeurs et puis ensuite les conséquences donc de cette situation de l'Allemagne et sur la France et nos perspectives, quoi. Alors la déflation, du coup je vais juste rappeler ce qu'est l'inflation. L'inflation, c'est la mesure de la hausse des prix. On parle d'un environnement inflationniste quand cette inflation s'accélère. Quand elle accélère et qu'en général elle s'accompagne d'accélération de la hausse des salaires qui se transmet au prix des biens. Et puis vous avez des situations de crise, je pense au Venezuela où l'inflation peut dépasser 1000% quasiment à la semaine, etc. On a du mal à comprendre comment, ça c'est vrai. On a vraiment du mal à comprendre, effectivement, mais ça existe. Et puis vous avez un autre terme qui est utilisé par les économistes qui s'appelle la désinflation. Quand le niveau d'inflation baisse, mais il y a toujours de l'inflation, mais il est moins important. On passe d'une inflation à 3% à une inflation à 2%, c'est la désinflation. C'est en général ce que cherchent les responsables de politique monétaire quand il y a une inflation jugée trop élevée. Et puis vous avez quelque chose qui est complètement différent, qui est la déflation. La déflation, c'est la baisse du niveau général des prix et souvent des salaires. Et alors, c'est jamais tous les prix ensemble qui baissent. Il s'agit en général de poches de baisse de prix, qui est un phénomène extrêmement grave, notamment parce qu'on n'a pas les outils économiques pour lutter contre ce phénomène. Qu'est-ce qui se passe quand les prix baissent? Eh bien, si vous êtes consommateur, vous allez anticiper que les prix baissent davantage. Et donc, vous allez en général différer vos décisions d'achat. D'achat. Ce qui va en général aggraver la situation économique, faire que les entreprises risquent de baisser encore plus leurs prix parce qu'elles veulent vendre, et, etc., etc. Vous voyez comment on peut enchaîner un phénomène très négatif. Si elles baissent leurs prix, elles vont finir par réduire leurs emplois, baisser le niveau de rémunération, ou tenter de le baisser ou empêcher qu'il ne monte. Et tout ceci se solde effectivement par des conséquences économiques assez désastreuses. Le Japon est enferré dans une situation de déflation depuis le début des années 80, milieu des années 90. Et nous avons connu en Europe et aux États-Unis également ces dernières années une situation qui n'a jamais été strictement, totalement déflationniste, mais qui était véritablement par de multiples aspects qui soulignaient ce risque déflationniste qui probablement était très présent dans certains secteurs. Donc, et c'est là, effectivement, aujourd'hui, si on mesure l'inflation en zone euro, vous avez l'inflation totale, qui a beaucoup augmenté, enfin, qui a beaucoup accéléré à cause des prix de l'énergie. On est monté à plus de 2%. Là, ça redescend parce que les prix du pétrole rebaissent. Et puis, ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire l'inflation la mesure de l'inflation qui exclut toutes les variables influencées par des facteurs exogènes. En fait, on se demande même si... Les prix alimentaires. On va essayer de regarder ce que génère l'économie spontanément comme inflation. Est-ce qu'à votre avis, la mesure officielle de l'inflation est sur les bons produits? Parce que ça, c'est assez critiqué, justement. Alors, c'est critiqué. D'abord, c'est très complexe. C'est très complexe, oui, c'est vrai. Les bons produits, déjà, il faut connaître les produits. Il faut que la mesure s'ajuste. Vous avez des tas de nouveaux produits qui émergent dans notre panier de la ménagère, qui n'existaient pas il y a 10 ans, et dont la caractéristique change beaucoup. Donc, les statisticiens nationaux utilisent une méthode qui est assez répandue maintenant, c'est-à-dire qu'on évalue le service rendu par le produit. Ce qui veut dire que si vous achetez un ordinateur qui voit sa puissance, sa mémoire augmenter d'une année à l'autre, pour le statisticien national, c'est une amélioration du service rendu. Donc, à prix constant, enfin, à prix de vente constant, on va considérer que le prix du service rendu baisse. Par unité de service rendu, si je peux dire, le prix baisse. Donc, est-ce qu'il faut procéder de la sorte ou pas? Est-ce que ça a du sens? Jusqu'où? C'est toujours une question d'équilibre. Mais donc, on a beaucoup de difficultés à dire quelle est la bonne mesure. Maintenant, l'INSEE a développé, par exemple, un indice des produits, les produits achetés les plus fréquemment. Vous allez faire vos courses toutes les semaines. Plus consommés. Vous n'achetez pas une voiture toutes les semaines. Par contre, effectivement, les produits de la vie quotidienne sont régulièrement achetés. Vous faites le plein régulièrement pour avoir une idée de la perception du pouvoir
pouvoir d'achat, par les ménages, de leur pouvoir d'achat. Et effectivement, on a des distorsions, des écarts très importants. Mais globalement, ce qu'on voit, c'est que dans la zone euro et en France comme ailleurs, cette inflation qui exclut tous les facteurs exogènes, prix du pétrole, prix alimentaires qui peuvent être également influencés par des variations de température, etc., eh bien, cette inflation est très faible, 1% à peine, voire inférieur. Et à 1%, en moyenne, on est à peu près certain que plusieurs secteurs sont déjà en territoire négatif pour avoir 1% en moyenne. Donc on a des économies qui encore sont en déflation latente, ou qui sont affectées par la déflation dans certains secteurs. Ça veut dire qu'effectivement, la capacité de résistance, et je pense que donc là, vous parlez des entreprises, donc doit être regardée sous cet angle-là. La capacité de résistance d'une économie en déflation, en limite déflation en fait, ou latente, est très faible. Elle est très faible parce qu'effectivement, en déflation, vous avez tout juste, à peu près, si je prends une image, le moyen de sortir la tête de l'eau. C'est ça. Et donc, dès que vous avez un choc additionnel, typiquement le prix de l'essence, ou des hausses de taxes, eh bien, ça crée des réactions insupportables, très dures et insupportables. On a eu la même chose au Japon, avec les hausses de taxes, la fiscalité sur la consommation. En 2014, je crois, la dernière fois, mais il y en avait eu une autre fois qui avait eu les mêmes effets, avec des effets absolument monumentaux sur le comportement de consommation, parce qu'il n'y a pas cette marge pour absorber ces chocs, même relativement limités. Alors là, il n'était pas limité, le choc en l'occurrence, puisqu'il venait s'ajouter à des hausses de prix du pétrole déjà plus importantes. Donc, je retiens deux choses que vous nous avez dit en ces quelques minutes. Premièrement, il nous manque une vision pour l'Europe. Et deuxièmement, finalement, vous nous dites la France, les conséquences donc de la récession en cours en Allemagne sont dramatiques pour la France. Finalement, on est presque en risque de déflation et donc on a du mal à sortir la tête hors de l'eau. C'est ça que vous voulez nous dire aujourd'hui ? Oui, probablement. Alors, on a une petite chance, c'est qu'il y a l'année prochaine, comme l'inflation va baisser quand même, du fait des prix du pétrole, on va regagner un petit peu de pouvoir d'achat. Donc probablement que la consommation devrait pouvoir être épargnée à peu près. La grande inquiétude néanmoins, c'est pour plus tard, parce que si l'inflation rebaisse, ou si les entreprises auront moins de marge, moins de croissance de leurs résultats, ça veut dire que les perspectives d'emploi vont probablement finir par se détériorer et que finalement, ce qu'on verra en gain de pouvoir d'achat en début d'année durera probablement pas. Donc une inquiétude effectivement fondamentale sur les perspectives européennes et donc françaises. Et donc française. Et donc pour vous, la crise des gilets jaunes, qu'est-ce que vous dites ? Donc la conséquence des gilets jaunes, c'est grave pour l'économie ? La conséquence des gilets jaunes, immédiatement, oui. Le coup d'arrêt de l'activité dans les villes, le fait d'empêcher les livraisons, effectivement. Un coût économique qu'on commence on parle de 2 milliards. Oui, je pense que au fur et à mesure de la multiplication du phénomène, les chiffres vont grossir également. Ça crée beaucoup d'instabilité et d'incertitude pour les perspectives, par exemple, d'investissement et d'emploi. Et donc, c'est un facteur aggravant qui, probablement d'ailleurs, a un impact et des effets de ricochet, par exemple, sur l'Allemagne. Les derniers chiffres que vous mentionniez, là, les commandes en provenance de la zone euro adressées à l'économie allemande, en chute de 11,5%. Alors certes, le mois précédent avait été en hausse de 6%, mais net, vous voyez que ça fait quand même une très forte décrue. Et donc tout ceci s'auto-entretient. Alors pour finir sur une note optimiste, qu'est-ce qu'il nous faudrait pour réagir ? Il nous faudrait une politique volontariste en Europe, ou au moins volontariste au niveau national, mais sans l'Europe, ça ne sert pas à grand-chose et c'est difficile à mener. C'est-à-dire, concrètement, ça veut dire quoi pour vous, une politique volontariste ? Je pense qu'on a un peu épuisé tous les moyens de soutien à la croissance ces dernières années, essentiellement sur la base monétaire. Je pense qu'aujourd'hui, il nous faut développer une politique budgétaire volontaire qui reconstruise la croissance de manière plus homogène au niveau européen, qui redonne des perspectives aux Européens également et de la confiance à l'égard de l'Europe. Donc, moi, j'ai communiqué sur la possibilité d'un Green New Deal pour l'Europe, c'est-à-dire le New Deal, vous connaissez, c'est la politique des années 30 menée par Roosevelt pour sortir l'économie de déflation. Je pense qu'on pourrait faire une politique de relance environnementale qui a tout son sens et toute sa nécessité aujourd'hui et que l'Europe
verrait sans doute ces perspectives s'améliorer bougrement si on était capable de mener à bien un tel projet. Alors voilà, c'est celui-ci. Bon, en fait, il nous faut du courage. Il nous faut du courage, de la volonté et passer outre les barrières et l'espèce d'orthodoxie budgétaire qui est en train de nous mener dans le mur. Merci beaucoup Véronique Riche-Flores. Je propose que vous reveniez nous voir un petit peu plus tard pour justement voir si peut-être dans un mois ou deux pour qu'on refasse un petit bilan. Merci en tout cas de votre analyse. On va tout de suite passer la parole à Lionel de Vasselot pour notre second sujet du jour aujourd'hui. Donc vous êtes le directeur général adjoint du groupe Résidence Service Villa Médicis. Donc c'est une entreprise familiale. Alors 25 ans, comment c'est venu l'idée de créer donc ces résidences de service ? Alors, c'est un groupe familial et indépendant. C'est un fondateur, il y a 25 ans, M. Hubert Rouy, qui avait créé... Hubert Rouy, les fromages Rouy ? Oui, exactement. L'un des descendants des fromageries Rouy, qui avait créé, au décès de son papa, pour sa maman, une résidence-service. Il avait à l'époque, sur les souhaits de sa maman, essayé de trouver une résidence-service. Donc, on parle des très anciennes générations de résidence-service. Donc, il avait essayé de trouver une solution pour sa maman. Et il n'avait pas aimé forcément les résidences-services de l'époque, le lino qui était à la mode, le carrelage sur les murs. Voilà, alors justement, quelle maison de retraite veut-on ou quel type de résidence veut-on actuellement ? Qu'est-ce que les Français vous demandent ? Je crois qu'aujourd'hui, les Français ont plutôt peur des maisons de retraite. Je crois que l'information qui circule au niveau des maisons de retraite, pas forcément à raison, est plutôt négative. Les gens ont l'impression d'avoir le choix entre le service à la personne à domicile ou la maison de retraite. Et en fait, est en train d'émerger depuis plusieurs années différents groupes de résidences-services. Les Villas Médicis en font partie. Nous sommes une troisième voie, une solution alternative entre l'aide à domicile et la maison de retraite, qui elle-même est en soi une finalité, puisqu'on parle de maison de retraite quand on est définitivement dépendant avec une pathologie définitive. D'accord. Alors pour vous, la maison de retraite, c'est que si on a une pathologie de dépendance. Exactement. Alors, et qu'est-ce que donc la résidence de service ? Puisque c'est ce que vous La résidence vous service, dirigez. déjà la première différence avec une maison de retraite, c'est qu'on n'est pas médicalisé. Cependant, la résidence service, ce sont des appartements, les gens sont à leur domicile, donc c'est un processus locatif, mais dans lequel on retrouve un ensemble de services qui vont des services bien-être, piscine, sauna, jacuzzi, restaurant gastronomique dans notre groupe, etc. Et tous donc les dans services... votre groupe, chaque résidence a un restaurant gastronomique ? Oui, toujours. Ça fait partie du bien-être qui était voulu par la famille, qui est toujours voulu par la famille Rouy. Il y a une piscine aussi ? Sur toutes les nouvelles résidences, oui. Oui. Sur les 6 dernières que nous avons ouvertes, il y a piscine, il y a un espace bien-être avec salle de Expliquez-nous un peu, expliquez-nous un peu les biens communs qu'on peut trouver dans une résidence de service. Alors, dans le cas des Villas Médicis, nous avons donc le restaurant gastronomique dans toutes les résidences. Dans quasiment toutes, nous avons l'espace bien-être avec salle de remise en forme, une piscine, un sauna, un spa. Tout ça que nous gérons avec l'aide de kinés ou de notre propre personnel pour que les résidents puissent avoir de l'aquagym, de la gym douce, etc. Rester en forme en fait. Exactement. Et toute la partie culturelle qui sont les animations qu'on propose tous les jours, des conférences, des concerts, des activités extérieures, du théâtre. Vous aviez une invitée ce matin qui parlait de théâtre, j'en discutais avec elle. On essaie de... Voilà, les seniors aujourd'hui sont des personnes qui sont extrêmement actives, qui ont besoin de continuer à se cultiver, qui ont envie de continuer à se cultiver, à se dépenser, à vivre. Et voilà, donc, alors pour vous, on est senior à quel âge ? À quel âge vient-on en résidence de service ? Les résidences en service, moyenne, alors bien sûr. je vais vous répondre simplement, notre plus jeune résidente a un tout petit peu plus de 70 ans et notre doyenne a presque 105 ans aujourd'hui. 105 ans, bravo. Exactement. C'est bien ça, donc elle est en forme, parce que si vous avez dit que chez vous, il n'y a pas d'assistance médicale. Alors, il n'y a pas d'assistance médicale, nous ne fournissons pas d'assistance médicale, cependant, les gens sont locataires de leur appartement, beaucoup, grâce à nos équipes, peuvent continuer à vivre chez nous, même avec une pathologie, puisqu'on va jusqu'à l'hospitalisation à domicile avec l'aide des services avec lesquels nous travaillons. D'accord, on peut donc se faire hospitaliser à domicile. Bien sûr, on peut se faire hospitaliser à domicile chez nous et rester chez nous jusqu'à la fin sans aucun problème, selon les pathologies, bien sûr. Alors, la résidence de Puteaux qui a été ouverte il n'y a pas très longtemps, parce que c'est votre 10e, a été élue 2e meilleure résidence de service en France. Oui. Pourquoi ?
Comment vous avez fait pour gagner donc ce trophée, si je puis dire, enfin ce label? C'est une très belle résidence. D'abord, pour l'anecdote, c'est la dernière que notre fondateur avait créée avant de décéder il y a 2 ans. C'était le dernier projet sur lequel il avait travaillé, donc c'est une résidence auquel on tient. C'est une très belle résidence et c'est une résidence extrêmement active. Sa proximité de Paris nous permet d'avoir beaucoup de contacts à l'extérieur. C'est une résidence qui est très ouverte. Le restaurant est ouvert à l'extérieur. Les activités sont souvent ouvertes à l'extérieur avec la ville de Puteaux. Et voilà, donc effectivement, elle a été élue suite à une enquête sur les plus de 600 résidences qui existent en France. C'est notre ADN, je pense, qui a séduit, parce que ce sont des résidences qui sont vraiment magnifiques. On retrouve des boiseries, on retrouve du parquet, on retrouve des moulures au plafond, et je pense que beaucoup de Donc en fait, quand on a un appartement, on peut avoir du parquet, on choisit si on veut son décor. On choisit son appartement, on choisit si on veut un studio, un T2 ou un T3, si on veut 55, 70 ou 80 mètres carrés. D'accord. Après, la partie décorative est inhérente à chacun. Par contre, il y a du parquet dans tous les appartements. D'accord. Alors, dites-nous un petit peu, j'aimerais bien qu'on aborde maintenant ce qui fâche, c'est-à-dire combien ça coûte et le côté fiscal ou contrat. Est-ce qu'on peut voir un petit peu la globalité de comment on fait, combien ça coûte pour venir et quel type de contrat on peut signer avec vous? Alors, ça ne fâche pas du tout, au contraire, c'est même plutôt une bonne nouvelle. En résumé, je vous dirais qu'une résidence-service, pour que les gens comprennent, c'est un peu moins cher qu'une maison de retraite, voire beaucoup moins cher qu'une maison de retraite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une résidence-service comme celle de Puteaux, on a des premiers tarifs qui sont à 1 900 € pour un loyer. Dans notre groupe, on parle de vraiment tout inclus, à part les repas. On va en reparler. C'est-à-dire que dans les 1 900 €, ça veut dire tout inclus. Ça veut dire que les accès aux équipements sont gratuits. C'est ça que vous voulez dire? C'est-à-dire que tout le personnel, on est l'un des groupes qui a le plus de personnel par résidence pour le bien-être de nos résidents. Ce que reprochent les Français ou les aidants, comme on dit, c'est que le personnel est vraiment affecté à la personne. C'est pas bien sûr la direction, les cuisiniers, etc. C'est assez vrai, et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on reçoit énormément de candidatures de personnel qui travaillent en EHPAD et qui aujourd'hui veulent venir sur des structures de résidence-service. Là, il y en a combien à peu près par résidence chez vous? On est plutôt par exemple, on est entre 15 et 20 résidents, 20 salariés à terme, ce qui nous permet d'avoir un impact direct sur le bien-être des résidents. Pour combien de résidents? Pour 98 appartements, donc au moins une centaine de résidents. Donc là, dans les 1 900 €, tout ça c'est inclus. Tout ça, c'est inclus. C'est-à-dire qu'ils ont accès aux animations, aux activités, au personnel, au système de sécurité, les médaillons, les appels malades, etc. Et ils ont accès à tout. La seule chose qui n'est pas inclus dedans, c'est le prix des repas. Bien sûr. Le simple, c'est que les appartements sont équipés de cuisine, donc ils sont libres de venir au restaurant ou pas. Donc on ne va pas leur faire payer des choses qu'ils ne consomment pas. Mais on est sur un repas gastronomique, un vrai repas gastronomique. On recrute tous nos chefs dans des restaurants étoilés ou vraiment gastronomiques. À moins de 10 € dans les résidences pour un repas. Ah oui, donc c'est très raisonnable le prix des repas. À l'extérieur, on fait plus du doux pour les personnes qui viennent de l'extérieur. Voilà, c'est plus cher pour les gens de l'extérieur, et puis c'est comme ça que vous amortissez la partie restaurant. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour 2019? Il y a des projets en cours, quels sont les projets? 2019, on espère que 2019 c'est un projet général. On essaie de travailler beaucoup avec nos résidents sur des thématiques importantes. On travaille sur la journée de la femme, où on est en train de faire un vrai livret de témoignages de nos résidentes, voire de résidents qui veulent témoigner pour leurs épouses parce qu'ils ont perdu leurs épouses. Donc on essaie vraiment de faire une vraie reconnaissance de nos résidentes sur cette journée-là. Nous travaillons on travaille sur beaucoup de projets. Le but, c'est vraiment que nos résidences restent vivantes et on travaille de façon plus globale sur la reconnaissance des résidences-services en France. Puisqu'encore une fois, les gens pensent tout de suite maison de retraite, ce qui est une erreur. Ce qui est une erreur, c'est pas du tout la même chose. Je reviens au côté fiscal et financier. Quel type de contrat peut-on faire? C'est de la location toujours, ou est-ce qu'on peut acheter? Comment ça se passe? Alors, c'est une très bonne question. Sur notre groupe, nous ne travaillons que sur la location. On est l'un des seuls groupes à faire ça. On ne vend pas nos appartements en défiscalisation. C'est une chose auquel nous tenons, parce qu'on ne veut pas que le bien-être de nos résidents soit assujetti
à une rentabilité envers des investisseurs qui viennent défiscaliser selon les différentes lois qui sont annoncées au fur et à mesure des gouvernements. Donc c'est une seule famille qui détient toutes les résidences et qui s'assure du bien-être de nos résidents depuis 25 ans. Par contre, les résidents, de leur côté, sur le service à la personne notamment, l'aide à la personne, donc l'aide à la toilette, l'aide au lever, l'aide au déplacement, l'aide aux courses, etc., eux peuvent défiscaliser la moitié des montants. 50% du montant, donc c'est du crédit d'impôt. C'est ça, exactement. D'accord. Et donc ça, c'est sur chaque feuille de chaque adhérent, enfin, exactement. Chaque personne vivant chez vous. Donc vous, c'est uniquement la location. Uniquement la location. Alors, et donc vous avez dit, donc par rapport à tout à l'heure, vous nous avez dit, il existe combien de groupes faisant de la résidence de service à peu près? Vous avez une idée? Alors le nombre est grandissant. Aujourd'hui, il y a des grands groupes, on doit être une dizaine de grands groupes majeurs, des très grands groupes, des très anciens, des plus récents, des groupes de maisons de retraite qui commencent à s'intéresser à la solution des résidences-services. On est une dizaine de groupes majeurs à travailler sur les résidences-services. Est-ce que donc vous avez des files d'attente entre guillemets de gens qui veulent venir vivre chez vous? Ça dépend des résidences. Encore une fois, le principe de la résidence-service n'est pas encore totalement connu en France. Le mode saxon est très alerte sur ce sujet-là. On est beaucoup plus développé en Angleterre ou en Allemagne? Bien sûr, en Angleterre, aux États-Unis, même pour la population active, le fait d'habiter un immeuble avec des services proposés au rez-de-chaussée, au sous-sol, sur le rooftop, ce que vous voulez, c'est une chose qui est tout à fait naturelle. Nous, on est en train de le découvrir. Oui, chez nous en France, ça commence. Voilà. Nous, on connaissait un peu le principe des concierges à Paris, mais ça s'arrête là. C'est en train de se mettre en place et voilà, c'est en train de se découvrir. D'accord, merci beaucoup en tout cas Lionel Vasselot. Je vous propose qu'on fasse tout de suite une jolie pause musicale. On va partir avec Il Divo, une autre belle voix, vous allez voir, avec leur titre Amazing Grace. Pour conclure, après si vous voulez, je vous redonne la parole une petite minute. Si vous voulez. Bah, dites-moi. Sur quel sujet, je ne sais pas. Je ne sais pas, réfléchissez si vous avez envie de conclure, sinon... Qu'est-ce qu'on n'a pas dit, vous auriez envie de dire? La résidence, ça peut être pour le couple ou une personne seule. On a des couples. Des couples et ils payent 2 fois. Ah oui, non, tiens, non, on va revenir là-dessus. C'est une vraie différence avec l'EHPAD. Voilà. Alors d'abord, on est moins cher qu'un EHPAD, même pour les plus grands appartements. Vous prenez le plus grand des T3 à Puteaux, on sera toujours moins cher qu'un EHPAD en région parisienne. Et si un couple vient, ça ne change rien au prix, c'est du locatif. On est sur un contrat locatif. Qu'on soit deux dans un studio ou dans un 2 pièces, ça ne change rien. Ça change rien. Et les prix on va revenir sur les prix pour les 2 pièces et selon le nombre de mètres carrés peut-être. On va conclure là-dessus parce que c'est pas clair. Vous voulez lui poser une question ou ça va? Vous avez bien compris, ça me paraît clair. Moi, j'ai pas forcément de question en tête. D'accord. On peut peut-être comparer avec le prix des EHPAD aussi. Le dernier chiffre, je ne sais pas si vous avez... C'est 2 900 € pour moi, le prix moyen. Je l'avais annoncé il y a déjà un petit moment. Heureusement que j'ai de la mémoire. 2 900 € en EHPAD, c'est l'équivalent de nos plus grands 2 pièces dans nos résidences. Mais que ce soit un couple ou pas, c'est l'équivalent de nos plus grandes 2 pièces. Et donc, et puis ce qu'il faudrait me dire, c'est qu'est-ce qui reste à charge finalement à dépenser La restauration. Voilà. Et puis donc l'habillement. Bien sûr, voilà. Oui, tout ce qui est. Donc si on veut vraiment comparer dans l'offre de service, voilà, c'est tout ça qu'il faut prendre. Cela dit, on n'est pas des. Il faut qu'ils s'habillent aussi. Mais. Oui. Ils sont peut-être moins valides souvent, peut-être qu'ils ont moins besoin de sortir, moins besoin de s'habiller, je sais pas. Ça dépend. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que l'image de l'EHPAD a été fortement dégradée par des médias. On y va. Parce qu'on n'a plus le temps après, sinon, parce qu'il y a Pascal. On y va. Au bar de l'économie, je suis toujours en compagnie de Véronique Riche-Flores et puis pour sa société, ses analyses économiques et sa société Riche-Flores Research, et puis de Lionel de Vasselot, directeur général adjoint du groupe Résidence Service Villa Médicis, avec qui nous parlions justement des résidences services. Alors pour conclure, Lionel de Vasselot, j'avais envie qu'on revienne sur les tarifs. Donc selon les 3 tailles, vous nous avez annoncé 3 tailles, si j'ai bonne mémoire, oui, de type de location, T1, T2, T3. Et puis, est-ce que c'est différent si on est une personne seule ou si on est en couple? Est-ce que ça coûte plus cher? Alors non, ça ne change strictement rien. Encore une fois, donc qu'on soit seul ou à deux, c'est le même prix quand on signe la location. C'est le même principe, comme n'importe quelle location d'appartement, les gens sont chez eux.
Donc vous nous avez dit 1900 €, c'est ça pour un 1200 studio? € pour les studios, à partir de 2400 € pour les T2 et à partir de 3200 € pour les T3. Alors qu'est-ce qui reste à charge une fois qu'on a signé ce contrat? La restauration. Donc en fait, on a plein de services, donc notamment sportifs et de maintien général. Les aides à domicile et tout ça, c'est gratuit? Non, les aides à domicile, c'est pareil, c'est une variable à part. C'est-à-dire que les gens, selon le besoin, vont faire leur demande. Les auxiliaires de vie, vous appelez ça? Exactement, auxiliaires de vie. On a des infirmières, une infirmière coordinatrice dans chaque résidence qui coordonne les services, le service à la personne. Mais ça, ce sont des services qui sont annexes. C'est-à-dire que Alors ça, selon c'est la annexe, résidence, c'est d'accord. pratiqué ou pas. Et après, ce qu'on disait tout à l'heure, ça peut être défiscalisé, donc on ne peut pas l'inclure dans nos vies. D'accord. Donc, qu'est-ce qui reste à charge finalement une fois? Alors, donc, on a ça, on a les auxiliaires de vie selon le besoin, bien sûr. La restauration, vous nous avez dit, et c'est tout finalement. C'est tout. Voilà, donc c'est facile. Si vous voulez comparer donc le prix avec les maisons de retraite ou les EHPAD classiques, c'est facile. C'est pas de comparer. pas forcément la comparaison la plus heureuse, mais si on compare avec un EHPAD, 2900 € de moyenne en Ile-de-France pour un EHPAD, c'est l'équivalent de nos plus grands T2 pour 2 personnes. Qui sont de quelle surface? Que je ne vous dise pas de bêtises, entre 55 mètres carrés. Et les plus grands, donc les 3 pièces? 70 mètres carrés. 70 mètres carrés. Oui, donc c'est bien. Et on peut avoir des animaux de compagnie, j'imagine? Bien sûr, ça fait partie de la vie de nos résidents, au contraire. Voilà, écoutez Lionel de Vasselot, merci beaucoup pour Merci toutes à ces vous. précisions. Vous reviendrez nous dire s'il y a une nouvelle résidence qui s'installe Bientôt. en Ile-de-France, on sera bien content. Nous avons Saint-Cyr-l'École qui est en projet. Voilà, Saint-Cyr-l'École, c'est pour l'année 2019. 2020. 2020. Donc c'est le projet débute. Merci beaucoup. On va tout de suite rejoindre Pascal Boniface pour sa chronique sa rubrique Comprendre le monde, comme tous les mercredis. Aujourd'hui, il reçoit un auteur qui va nous parler. C'est Jean-Pierre Cabestan, qui est directeur-chercheur au CNRS, et pour son livre Demain, la Chine, démocratie ou dictature ? Bonjour Pascal. CNRS, est également professeur à l'Université Baptiste de Hong Kong et qui vient de publier aux éditions Gallimard dans la collection Le Débat, Demain la Chine, démocratie ou dictature, dont je recommande particulièrement la lecture. Jean-Pierre Cabestan, bonjour. Bonjour. Et donc vous consacrez à cette grande question, est-ce que la Chine va se démocratiser ? Vous nous apportez une réponse qui met un peu en garde contre des espoirs excessifs qui pourraient être mis sur ce point. Tout à fait. Il y a évidemment de multiples obstacles à une démocratisation de la Chine. Si je voulais faire simple, je dirais tout d'abord, pour qu'il y ait une démocratie, il faut qu'il y ait des gens qui soutiennent la démocratie, qui veuillent se battre pour que la Chine, pour que le régime politique chinois se démocratise. Et aujourd'hui en Chine, d'abord, il y a une culture démocratique qui reste extrêmement faible, extrêmement fragile, qui est partagée par une minorité de Chinois. Un intérêt pour le politique est également faible, qui ne suscite pas l'intérêt de la majorité des Chinois. Et donc une revendication pour une évolution du régime qui est pratiquement inexistante. Et cela en dépit d'une répression qui est réelle et qui tue évidemment toute velléité de réforme. Et je pense que par-delà la répression, c'est le déficit de culture démocratique qui est, pour moi, la principale cause de cette absence d'évolution du régime politique. Déficit de culture démocratique d'abord dans la société, mais aussi et surtout, je dirais, parmi les élites. Et c'est ça, peut-être, une question sur laquelle il faut évidemment s'appesantir, j'imagine. Oui, on va s'y consacrer. Et justement, dans votre livre, vous expliquez qu'au-delà des condamnations habituelles de la nature du régime chinois, ce que vous mettez en lumière, et sans en faire la géographie, c'est que finalement, il y a une profonde légitimité du régime chinois et que les Chinois, dans leur grande majorité, ne regrettent pas leur système politique, voire en sont satisfaits. Alors, soyons clairs sur le terme légitimité. Pour moi, en tant que personne attachée aux valeurs démocratiques, le régime communiste chinois n'est pas légitime. Pour un démocrate, le régime, donc la dictature du Parti communiste sur la société chinoise n'est pas légitime. Elle n'a jamais été légitimée. Elle l'était peut-être en 49, il ne faut pas en douter, puisque c'est le résultat d'une guerre civile. Il n'y a jamais eu d'élection en Chine populaire. On ne sait pas si les responsables politiques chinois sont légitimes. Cela étant, la majorité des Chinois, comme vous venez de l'indiquer, sont favorables, soutiennent ce régime, parce que c'est un régime aujourd'hui
je ne parle pas du régime à la fin d'un maoïsme, mais parce que le gouvernement aujourd'hui a démontré sa capacité d'abord à favoriser le développement de la Chine, même si le développement est d'abord un processus qui a été réalisé par les Chinois eux-mêmes, par les entrepreneurs, par tous ceux qui se sont attelés à l'œuvre de développement. Mais enfin, le gouvernement a favorisé ce processus de développement économique, a favorisé donc un supplément de bien-être, tout en maintenant une forme de stabilité et de sécurité pour la majorité des Chinois, qui évidemment que les Chinois apprécient beaucoup. Et ce sont les raisons essentielles de la légitimité politique du régime chinois actuel. Oui, vous mettez en avant donc pour le Chinois moyen qu'il regarde que son espérance de vie, son niveau de consommation, son environnement a changé de façon positive sur tous ces facteurs et que du coup il se dit que les choses vont bien. Les choses vont mieux. Je pense qu'on peut ajouter à ces facteurs de soutien au régime le fait que le système politique chinois est assez schizophrénique, où il est constitué, si vous voulez, de deux piliers distincts. Vous avez un pilier qui est le Parti communiste, l'institution du Parti communiste, que je compare parfois à une société secrète, parce que c'est un système opaque, dont on ne connaît pas les mécanismes réels de fonctionnement, qui ne rend compte qu'à lui-même. Par exemple, le chef suprême aujourd'hui, Xi Jinping, ne rend compte à personne. Les membres du parti sont soumis à une forme d'omerta sur ce qui se passe à l'intérieur du parti. On ne sait pas comment le parti est financé, où va l'argent. Tout ça, c'est extrêmement secret. Le parti contrôle l'État, mais on sait que le parti dirige l'État et que le parti le dirige assez bien, puisqu'il a favorisé une modernisation du système de gouvernement et que, en dépit des faiblesses, des aléas du système actuel, la gouvernance, si vous voulez, en Chine, s'est quand même beaucoup améliorée. Vous avez donc la façade, l'autre pilier du système chinois, et c'est ça qui contribue à légitimer le régime chinois, c'est que vous avez un pilier étatique, gouvernemental, qui s'est donc modernisé, qui est beaucoup plus au service des Chinois, des citoyens qu'il l'était en 1978, et qui a toujours favorisé surtout le développement économique et l'entreprise. Et ça, c'est un facteur extrêmement important. On peut ajouter que même dans le domaine juridique et judiciaire, les choses ont progressé et vont continuer de progresser, même s'il ne faut pas s'attendre à ce que le Parti communiste mette en place un état de droit, parce qu'à mon sens, il y a antinomie ou incompatibilité entre un système de parti unique qui contrôle la justice et un état de droit comme on l'entend chez nous. Mais il y aura demain, à mon avis, plus de sécurité juridique pour les acteurs économiques et les acteurs civils qui ne s'aventurent pas dans la zone politique. Dès qu'on aborde le politique, là on est en terrain dangereux et évidemment on est soumis aux oukases et aux diktats du parti et surtout à l'arbitraire politique du Parti communiste. Mais vous dites que le terme de soviétisme correspond mieux aux institutions actuelles de la Chine que le terme de communisme. Oui, parce que les institutions elles-mêmes sont établies sur des bases lénino-staliniennes, c'est-à-dire que c'est le système mis en place par Lénine, perfectionné par Staline, qui a été importé par la Chine en 1949, enfin par le Parti communiste dès sa création en 1921, mais par la Chine populaire dès sa fondation en 1949. Et c'est un système que le Parti communiste chinois a complètement intériorisé. Ça va des institutions formelles comme l'Assemblée populaire nationale à l'échelon national ou les assemblées locales, au comité du parti, au gouvernement populaire. Toutes les institutions sont copiées sur le système soviétique et le langage lui-même du Parti communiste est un chinois soviétique, si vous voulez. C'est un langage directement inspiré par le langage et l'idéologie de Lénine et de Staline, et donc de l'Union soviétique. Et là, ça reste, à mon avis, un obstacle fondamental au développement pour une raison, parce que une raison idéologique essentielle, qui est le fait que c'est un parti communiste qui ne se voit pas au pouvoir pour une période transitoire, afin de moderniser le pays et de favoriser l'évolution vers autre chose, vers une forme de pluralisme et de démocratie politique. Le Parti communiste se voit déjà à la tête d'un système politique qu'il estime démocratique. Et donc, en cela, il a réussi parce qu'il a persuadé, je le montre dans son d'études,
d'opinion qui ont été effectuées en Chine ces dernières années, c'est qu'il a réussi à persuader une majorité de Chinois, environ 60%, que leur régime est déjà démocratique. Donc il est perfectible, mais on peut améliorer les choses, mais il va pas pour autant, le Parti communiste ne va pas pour autant évoluer vers autre chose. Il se voit au pouvoir pour 1000 ans et peut-être plus. Alors il y a 89 millions, 90 millions de membres du Parti communiste chinois. Qu'est-ce qui motive aujourd'hui un Chinois pour adhérer au Parti communiste? Et vous écrivez d'ailleurs que le nombre de demandes d'adhésion est beaucoup plus fort que le nombre de personnes réellement admises. Alors pourquoi veut-on adhérer au PC et quels sont les critères pour y être admis? Alors, je pense que les Chinois sont très pragmatiques et la démarche est principalement cynique. Ou si vous voulez, elle répond à des soucis de réussite sociale, économique ou de carrière. C'est pas la lecture des œuvres de Marx ou de Mao. Je crois qu'ils sont pas persuadés par ce fatras idéologique qui est extrêmement incohérent. Qui, par voie de sédimentation, a ajouté au marxisme, au léninisme, à la pensée Mao Tse-tung, les idées de réforme de Deng Xiaoping et aujourd'hui les idées de Xi Jinping, qui, dans le rêve chinois, sont un mélange d'idéologie autoritaire, de retour au confucianisme et de perpétuation d'un marxisme-léninisme qui n'a plus aucun contenu, mais qui a pour fondement évidemment le rôle dirigeant du Parti communiste. Mais c'est pas à cela que les gens adhèrent. Ce à quoi les futurs membres du Parti communiste adhèrent, c'est à l'idée que l'adhésion au Parti communiste sera un raccourci, une échelle ou un tremplin qui leur permettra de réussir dans leur carrière, et surtout s'ils font carrière dans le secteur public, soit dans l'administration, soit dans une entreprise publique, soit dans une institution publique, une université, ou un hôpital. Donc, mais s'ils se lancent dans les affaires et montent une affaire privée, d'être membre du Parti communiste peut être aussi un avantage, parce que ça leur permet d'avoir des relations en haut lieu dans le système gouvernemental et donc de favoriser la protection ou le développement des intérêts de leur entreprise. Et alors, sur quels critères est-on admis dans ce parti quand même de masse? Alors, il y a un certain nombre d'abord de contraintes, je dirais, formelles. Il faut assister pendant un an, en tout cas, à des réunions, lire les œuvres de Xi Jinping, il y a un certain nombre de contraintes, et surtout écrire des rapports qui démontrent, ou des essais qui démontrent qu'on a compris l'idéologie du parti. Alors les Chinois ils sont habitués parce que ça rappelle un peu les examens impériaux, mais d'un autre côté, ça n'approuve pas grand-chose. Ce qui est important pour eux, c'est le résultat. Alors, certaines catégories de la population peuvent adhérer au Parti communiste plus facilement que d'autres, notamment les élites, ou les futures élites, les étudiants, les hommes d'affaires, tous ceux qui sont appelés à jouer un rôle social plus important que les autres, seront favorisés. Donc c'est devenu un parti d'élite, finalement. Oui. Ce parti de masse, 90 millions, un parti ouvrier. Alors il y a encore des ouvriers, 25%, il y a encore des paysans, une vingtaine de pourcents, mais ce sont des statistiques, ce sont des catégories très, très, très lâches. Parmi les 20% de paysans qui sont encore membres du Parti communiste, vous avez beaucoup de cadres de la campagne, des cadres des villages et des bourgs. Ce ne sont pas véritablement des paysans. Donc ces statistiques sont trompeuses et on voit bien que petit à petit, le Parti communiste, de par sa composition sociologique, est devenu un parti de cadres. Mais c'est un parti de cadres qui est extrêmement hiérarchique, et donc l'adhésion au parti peut favoriser donc les relations, peut présenter certains avantages, mais la majorité des membres du parti, des 90 millions de membres, n'ont aucun accès à la décision, n'ont aucun pouvoir décisionnel ou même pouvoir d'influence sur les décisions qui se prennent, soit au sommet, soit même à l'échelon provincial ou infraprovincial. Ceux qui décident, ce sont une minorité qu'on estime environ à 600 000 cadres dirigeants. Ça fait beaucoup en nombre, mais pour la Chine, c'est pas tant que ça, puisque vous divisez par 30, ça fait 20 000 cadres par province. La province chinoise, c'est à peu près la taille d'un pays européen. Donc, ces élites, ce sont ces 600 000 cadres dirigeants qui véritablement ont un accès à la décision et peuvent influencer les politiques publiques ou même les orientations politiques du régime.
mais là encore, vous avez beaucoup d'inégalités entre les niveaux hiérarchiques. C'est ce qu'il faut retenir, c'est surtout cette extrême hiérarchisation des relations au sein du parti, et aussi le fait que ce parti fonctionne de manière extrêmement opaque et qu'on ne connaît pas le fonctionnement réel du parti. Outre la réussite économique, vous mettez en avant que la popularité, légitimité, en tous les cas le fait qu'il y ait une adhésion des Chinois au Parti communiste, vient aussi du patriotisme ou du nationalisme. Enfin, disons que la fierté nationale, et cela dès Mao, mais y compris jusqu'à maintenant, donc la fibre nationale compte énormément. Oui, le nationalisme a été depuis Tiananmen, depuis 1989, un des fondements de la légitimité du régime. Il a été promu ouvertement par Deng Xiaoping et ses successeurs depuis donc près de 30 ans. C'est devenu un substitut du marxisme-léninisme, de l'idéologie socialiste classique. Ce nationalisme est nourri par un certain nombre d'évolutions importantes, c'est celle-ci que je viens d'indiquer, mais aussi le fait que la Chine s'est enrichie, le fait que la Chine soit devenue beaucoup plus puissante et que la Chine compte sur la scène internationale. Donc évidemment, la société chinoise en retire une certaine fierté et sont de plus en plus attentives à la manière dont la Chine est traitée à l'extérieur et de plus en plus réactives aussi lorsque ils estiment que la Chine voit ses intérêts bafoués par d'autres puissances, y compris les États-Unis. Alors évidemment, ils sont plus nationalistes avec les pays, je dirais, plus faibles, avec lesquels ils peuvent combattre et surtout gagner des points. Je pense les pays européens ou même le Japon aujourd'hui. Mais ce nationalisme est aussi un moyen pour le Parti communiste de souder la population autour de son projet politique. Et c'est une arme qui fonctionne jusqu'à maintenant extrêmement bien. Est-ce que l'on peut parler de société civile en Chine? Est-ce qu'il y a vous dites qu'il y a beaucoup d'ONG, mais qu'elles ont un peu un statut spécial. Comment décririez-vous ce qu'on appelle dans d'autres pays la société civile? Alors, ce qu'on peut d'abord dire, c'est que la société chinoise est une société pluraliste. Il y a un véritable pluralisme au sein de la société. Contrairement à l'époque de Mao, les gens ont des idées divergentes, ont des intérêts divergents, et n'hésitent pas à les afficher et les défendre. La deuxième chose, c'est que il y a depuis une vingtaine d'années un phénomène associatif qui s'est développé, qui a d'abord été très contrôlé par le centre, par le gouvernement, par le parti, et puis qui s'est peu relâché. Il y a un moment assez intéressant dans l'évolution de cette société civile qui est encore, je pense, embryonnaire, balbutiante. C'est le tremblement de terre de Wenchuan en 2008. C'était l'occasion d'une mobilisation de la société, de la création d'organisations véritablement non gouvernementales, d'initiatives privées, individuelles ou collectives, mais vraiment qui n'avaient aucun rapport avec le gouvernement et qui ont montré que la société pouvait se mobiliser pour des causes comme celle-ci, une cause humanitaire, une cause à l'occasion de cette catastrophe naturelle. Alors après, le gouvernement a repris les choses en main, et on voit bien qu'aujourd'hui, le gouvernement est de plus en plus vigilant à l'apparition de ces organisations non gouvernementales. La plupart ne sont pas enregistrées, en fait. Les véritables ONG en Chine ne sont pas enregistrées, ou quand elles sont enregistrées sous la forme d'entreprise, parce que c'est plus facile en Chine d'enregistrer une entreprise que une ONG. Et on sait que c'est impossible, par exemple, d'enregistrer un parti politique. Mais le parti veille au grain et a fait en sorte que la plupart des ONG se trouvent dans une situation de collaboration avec le gouvernement. Le gouvernement est parvenu à atteindre cet objectif en finançant de plus en plus de projets associatifs. C'est-à-dire que, en d'autres termes, les organisations gouvernementales en Chine sont devenues dépendantes du gouvernement, dépendantes de l'État. Et par exemple, suppléer ou compléter l'œuvre du gouvernement dans tel domaine éducatif, social, protection de l'enfance, lutte contre la pauvreté. Et donc, ces ONG ne se voient pas comme chez nous, dans la théorie ou l'approche d'Habermas, comme un contre-pouvoir, mais plutôt comme un complément de l'action du gouvernement. Et ça, je veux dire que c'est le cas de la majorité des ONG en Chine aujourd'hui. Je pense que les choses
continueront d'évoluer. Il y a quand même une volonté de pousser les limites de l'autonomie et une autonomisation de la société qui va continuer, qui va se poursuivre. Mais on voit bien que le pouvoir essaye tout de même de contenir cette évolution et que jusqu'à maintenant il y est parvenu. Alors on peut dire la même chose des réseaux sociaux. Vous écrivez qu'il y a 700 millions d'internautes en Chine, mais que pour autant, sur le débat, est-ce que Internet va amener à une liberté absolue et à la démocratie, vous êtes plutôt sceptique? Oui, parce que tout le monde le sait, 90% des messages sur Internet n'ont rien à voir avec la politique. C'est des achats en ligne, c'est des jeux en ligne. C'est des followers, des stars de la télévision et du cinéma. C'est la vie quotidienne, des gens qui ont envie de s'amuser, je dirais, de profiter de la vie. Donc il n'y a pas ce qui s'est passé en Tunisie ou en Égypte où les réseaux sociaux ont joué un rôle important dans la contestation du pouvoir politique. Alors, là aussi, le gouvernement est extrêmement vigilant. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas répression. Il y a contrôle de l'Internet. Mais la plupart des gens ne s'intéressant pas aux politiques ne voient pas ce contrôle, n'en éprouvent pas les conséquences, ou n'en perçoivent pas la puissance. Alors, peut-être moins de 10% des messages sur Internet sont politiques ou s'intéressent aux politiques. Là-dessus, vous avez beaucoup de censure parce que dès qu'un message devient un peu trop critique, il est supprimé de la toile par la censure chinoise, et son auteur peut être poursuivi, il peut avoir des ennuis avec la justice. Donc les gens font attention. Alors il y a tout un jeu pour les activistes politiques en Chine de communiquer par des messages codés, et finalement ils parviennent à communiquer notamment pas tellement par les blogs, parce que les blogs Weibo est assez contrôlé, mais par un système qui s'appelle WeChat ou Weixin en chinois, qui est plus ouvert et qui permet de communiquer dans certaines limites de manière assez rapide. Maintenant, je pense que le gouvernement sait que pour lui, il est essentiel de tuer dans l'œuf toute tentative de mobilisation. Alors, il n'y parvient pas toujours. Il y a eu des cas de mobilisation locale pour telle ou telle affaire, tel ou tel scandale, qui ont permis de favoriser l'organisation de manifestations et même d'émeutes antigouvernementales. Mais dans l'ensemble, je pense que une mobilisation du type printemps arabe est aujourd'hui inconcevable en Chine. Peut-être que ce sera possible demain, mais pour l'instant, en tout cas, j'en vois pas. Je pense pas que la société en ait les moyens. Vous écrivez même que finalement, pour le gouvernement, c'est une autre façon de contrôler l'opinion en regardant ce que les gens disent et en les poussant effectivement à la consommation, à la satisfaction des besoins matériels au détriment de l'organisation politique. Tout à fait. Alors l'autre aspect évidemment de l'Internet, c'est que le gouvernement, voyant beaucoup de choses, est beaucoup mieux informé qu'auparavant sur les sentiments, les récriminations de la société, et peut donc adapter sa politique à ces sentiments. Il y a deux manières de réagir à des mécontentements. Un, c'est de réprimer, l'autre, c'est de modifier les choses. Et je pense que le gouvernement chinois est très réactif lorsqu'il voit que... Ça, c'est un progrès, parce que... Alors ça, c'est un progrès, on peut dire... Alors, les Chinois on tire argument pour dire, vous voyez, nous avons mis en place une démocratie consultative. Sauf que c'est un peu par défaut, et surtout en surveillant les gens et en réprimant à l'occasion les internautes un peu trop bavards et un petit peu trop aventureux. Mais néanmoins, c'est quand même préférable au tout répressif des régions, enfin, oui. Les années Mao. Alors, oui, et ce qui m'amène à penser, contrairement à certains qui estiment que depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, le régime est devenu tellement répressif qu'on va vers un retour au totalitarisme, je pense que c'est inconcevable aujourd'hui que la Chine revienne à un totalitarisme stalinien ou maoïste. La Chine est tellement ouverte, tellement pluraliste, tellement poreuse aux idées étrangères et tellement mondialisée sur le plan économique que je vois mal un régime totalitaire réussir à s'imposer en Chine. Ce qui ne veut pas dire que dans l'idéologie de Xi Jinping ou même dans ses projets de contrôle de la société par ce qu'on appelle le système de crédit social qui distribue bons et mauvais points aux citoyens, le gouvernement n'a pas un projet qui ressemble à un projet totalitaire ou même orwellien, diraient certains. Mais je pense que c'est un projet qui ne sera jamais complètement réalisé, étant donné l'état de la société chinoise et de ses relations avec l'extérieur aujourd'hui.
En conclusion, vous faites plutôt un pari sur une relative stabilité, pas d'évolution majeure, pas de rupture, mais une sorte de continuité dans l'évolution que la Chine connaît depuis plusieurs années. Alors je pense qu'à moyen terme, la Chine n'évoluera pas, le régime est fort, légitime, très installé, et la plupart des Chinois ne conçoivent pas une évolution du régime. Et là, je voudrais ajouter quelque chose sur les élites, parce que finalement, les évolutions qu'on a connues par le passé, en Corée du Sud, à Taïwan ou ailleurs, ont beaucoup dépendu des élites et des contre-élites. Et là, la majorité des élites chinoises sont extrêmement conservatrices. Que ce soit les élites politiques du parti, et là, les élites politiques du parti doivent évidemment être très très prudentes. En Union soviétique, Gorbatchev est resté avancé masqué jusqu'au dernier moment. Et on ne sait pas si Li Keqiang est un démocrate caché ou Xi Jinping a fortiori, je ne pense pas qu'il le soit. Maintenant, les élites entrepreneuriales elles-mêmes sont pour la plupart très conservatrices, assez contentes du système actuel, et même si elles voudraient avoir plus de voix au chapitre, elles seraient assez tentées par un système à la hongkongaise qui donne une place politique et donne une influence politique aux élites qui est autrement plus importante que celle des citoyens. Quant aux élites intellectuelles, elles sont dominées par ce qu'on appelle la nouvelle gauche, qui a des tendances maoïstes ou néo-maoïstes, ou les néo-confucéens. Et ça, le pouvoir favorise ces deux courants par rapport surtout au courant libéral, qui a été largement marginalisé par Xi Jinping, même avant, et qui a du mal à survivre. C'est pour, en particulier, depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, le mouvement qu'on appelle en Chine constitutionnaliste a été réprimé et largement c'est un marché qui a de l'avenir. Soumis, il n'y a pas de chômage. Donc, et ça c'est important parce que ça n'augure pas d'une évolution rapide du système. À terme, je pense que d'ici 20 ou 30 ans, les choses pourraient changer et les idées démocratiques pourraient devenir plus influentes. Est-ce que ça va permettre une démocratisation en douceur de la Chine? Je m'interroge et j'ai des doutes sur justement à la fois l'évolution finale, enfin l'objectif final du régime chinois, et aussi le processus par lequel la Chine pourrait évoluer vers autre chose. Je suis inquiet sur ces deux fronts parce qu'il y aura beaucoup de forces qui résisteront à une démocratisation de la Chine, en tout cas dans les années 2 ou 3 décennies qui viennent. Merci. Merci Jean-Pierre Cabestan. Je renvoie à la lecture de votre livre passionnant « Demain la Chine, démocratie ou dictature » qui vient de paraître aux éditions Gallimard. Merci beaucoup Pascal Boniface et Jean-Pierre Cabestan d'avoir été ce matin avec nous sur IDFM au bar de l'économie. Tout de suite, on va faire une nouvelle pause musicale avant de se dire au revoir pour se retrouver dès demain. C'est qui là qui, vous avez choisi qui? C'est Freddie Mercury. Ah, c'est à la suite. 40 secondes avant la fin, je reprends. Et j'ai jamais écouté ça. De quoi? Freddie Mercury, Montserrat Caballé. Ben non, c'est pour ça que je l'ai choisi. Freddie Mercury, il a voulu... Freddie Mercury, il a fait beaucoup de musique entre la pop et la musique classique dans ses chansons. Quand on écoute bien que la musique, il y a beaucoup de mélodies classiques. Beaucoup de classiques, il a une basse classique. Tu l'as pas écouté, t'as pas vu ça. Ah non, mais moi, je suis une fan de Queen depuis que j'ai 14 ans. J'ai acheté tous ses disques. Tu l'as pas vu depuis? Non, je l'ai pas vu encore. J'ai pas eu le temps. Il faut voir. Là, le mec, il a été primé. Ouais, j'ai vu. Aux États-Unis. Voilà. Ah, il faut voir. C'est pour ça que j'ai choisi Freddie Mercury, à cause du film. Comment il s'appelle ce titre? Je l'ai mis? Pardon, comment il s'appelle ce titre? Barcelona. Ah, c'est ça. Il faut que je reprenne là.
je reprenne? Faut que je dise au revoir? Voilà, c'était Frédéric Mercury du groupe The Queen avec Montserrat Caballé qui chantait Barcelona, un des titres du groupe The Queen. Magnifique titre à l'heure où vous savez qu'il y a le film encore à l'affiche Rhapsody, le film sur les Queens. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle journée. Bonne fin de journée pour vous aujourd'hui. Et puis, on se retrouve dès demain matin. Au revoir.